Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette table ronde, présentation de travaux d'un réseau des Carnot pour la ville durable. Donc moi, je suis Thierry Brenbenner, je dirige l'Institut Carnot Climadapt, qui est porté par le CEREMA et qui est l'un des 5 instituts Carnot qui fait partie de ce réseau. Je fais une introduction brève avant de passer la parole à mes camarades et puis j'interviendrai ensuite moi à la fin. Bon là une présentation sous une seule slide du réseau des Carnot. Je pense que tout le monde le connaît bien ici, hein, donc je ne vais pas insister trop. C'est un dispositif qui a été créé il y a un peu moins de 20 ans. Un excellent dispositif pour lequel évidemment tous les Carnot se battent pour qu'il perdure. Comme vous savez peut-être, il y a un petit peu d'agitation autour du sujet. Donc un excellent dispositif qui regroupe aujourd'hui 39 instituts Carnot qui sont donc des entités publiques de recherche qui font de la recherche en bilatéral avec le monde socio-économique, les entreprises, les collectivités, et qui représente plus de la moitié de la recherche qui est confiée par la sphère privée au monde public, puisqu'on réalise à peu près 600 millions d'euros de contrats avec des entreprises et des collectivités, que ça représente 35 000 personnes qui travaillent pour le dispositif, un grand nombre de publications chaque année, un grand nombre de brevets qui sont déposés. Mais bon, tout ceci, je pense que vous le connaissez bien si vous êtes des habitués des rendez-vous Carnot. Et donc, il y a 39 instituts Carnot qui agissent dans tous les secteurs d'activité et qui se sont regroupés pour certains au sein de réseaux thématiques. Donc là, vous avez la liste des 14 réseaux qui existent à date, donc je ne vais pas la détailler. L'idée, c'est que collectivement, autour d'un sujet, les instituts Carnot qui ont quelque chose à apporter se regroupent, se confortent afin d'être encore plus pertinents dans les offres qu'ils peuvent proposer aux entreprises. Et donc, parmi les 14, il y a le réseau Carnot pour la ville durable. Et donc, celui-ci, il est composé, comme je le disais tout à l'heure, de 5 instituts Carnot qui sont listés ici. Et là, sur l'estrade, vous en avez 3. Il y a le Carnot Eau et Environnement, le Carnot MECD, et puis donc le Carnot Climadapt. Et donc, on traite de tous les grands aspects qui ont à voir avec la ville durable pour aller vers une ville qui soit durable, décarbonée et sobre et connectée. Et donc, on traite à la fois de mobilité, d'infrastructures de tout type, de bâtiments, mais aussi de relations avec les usagers et les collectivités, bien entendu. Et pour l'occasion, on a regroupé un certain nombre d'offres et de projets réalisés par les divers instituts dans ce document-là, que vous pourrez ensuite venir voir de plus près et vous pourrez scanner le QR code qui est là si vous voulez aller directement télécharger ce document. Donc là, on a regroupé un certain nombre de choses et on va présenter aujourd'hui quelques-uns des sujets qui sont développés dans ce catalogue d'offres. Donc, on aura d'abord avec Céline une première présentation autour de comment lutter contre l'effet de l'îlot de chaleur urbain, donc à travers un projet national dans lequel plusieurs instituts Carnot sont présents. Ensuite, on parlera d'inondations, et notamment d'inondations dans les villes. Et puis moi, je finirai en présentant comment les divers domaines d'activité du CEREMA contribuent aussi à traiter ce vaste sujet. Et je crois que je te passe la parole là. Bonjour à tous. Innovation et solutions face à la surchauffe urbaine. Alors un petit contexte, mais bref, puisque tout le monde est au courant. Donc un contexte de changement climatique avec une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur. Et face à ces surchauffes urbaines, il y a une nécessité de mieux comprendre le processus et donc ensuite de proposer des solutions, de traiter les phénomènes et de proposer des solutions. Et pour cela, on a besoin de travailler à différentes échelles. Alors moi, je vais faire bref intervention sur 3 projets
et une trajectoire contre la surchauffe urbaine. Donc 2 projets portés spécifiquement par le Carnot MECD, matériaux équipements pour la construction durable. Le premier projet qui s'appelle Escort, si vous étiez là l'année dernière, Valentin, le thésard qui travaille sur ce projet, avait présenté ses travaux. Et donc l'idée là, c'est de travailler sur le confort d'été, donc de travailler sur le confort de l'occupant et d'étudier l'impact des différentes solutions qui peuvent être mises en place. Donc par exemple, on voit partout que avoir une façade de bâtiment blanche peut être intéressant. Et donc oui, c'est intéressant pour la personne qui habite ce bâtiment, mais dans une rue un peu étroite, qu'on appelle une rue canyon. Mais en fait, la réflexion va aller chez le voisin d'en face et lui va récupérer de la chaleur. Donc en fait, lui sera beaucoup moins content de votre façade blanche. Et donc Valentin travaille sur toutes ces solutions qui peuvent être mises en place pour évaluer quel est le réel impact du confort d'été au niveau de cette rue. Donc vous voyez un exemple de modélisation. On travaille également sur une autre échelle qui est là, la rue, en fait, mais au niveau des bâtiments constitutifs. Donc, il y a un projet qui s'appelle 10 000 eaux. Et là, l'idée, c'est de voir comment les bâtiments, leur constitution, les matériaux dont ils sont faits, impactent en fait la température et le phénomène d'îlot de chaleur dans la rue. Qu'est-ce que peut amener la végétalisation, que ce soit dans la rue ou sur la façade? Donc ça, c'est des travaux complémentaires que l'on fait et qui nous ont amenés à nous positionner avec 2 autres instituts Carnot qui sont présents dans le réseau, qui sont Ingénierie at Lyon et puis Climadapt, sur un projet national donc, qui s'appelle ISSU, donc Innovation et Solutions pour la lutte contre la surchauffe urbaine. Donc ce projet national qui va durer 4 ans porte une vision transversale autour de 3 thématiques. Donc la première thématique, c'est la caractérisation et l'optimisation thermique d'éléments des solutions à l'échelle du composant. Ensuite, on va aller vers le développement d'une ou de plusieurs méthodes d'évaluation de la performance globale des solutions. Et là, on est plutôt à l'échelle du quartier ou de l'îlot. Et puis ensuite, on va aller au démonstrateur. Donc, mise en application de ce que l'on a vu avant et mise en place de démonstrateurs pour vérifier que ce qui a été développé est efficace. Donc, ce projet est un projet de recherche public-privé qui rassemble 48 partenaires. Il est porté, pour ceux qui connaissent, le pôle de compétitivité Infra 2050 qui est en région Rhône-Alpes. Donc, comme vous pouvez le voir, un certain nombre de partenaires publics et privés. Il mêle vraiment des acteurs dans les domaines du composant, du matériau, jusqu'aux constructeurs. Donc, il est dans sa première phase. Donc, actuellement, on a plutôt travaillé sur les protocoles à l'échelle du composant. On va rentrer dans la 2e année et donc passer sur le développement de méthodos. Les partenaires sont très impliqués puisque le Carnot Climadapt et Ingénierie at Lyon pilotent un certain nombre de work packages et on espère du coup sur une prochaine session pouvoir vous présenter les résultats de ces projets. Et je vais passer la parole à Stéphane. Et ça aussi. Merci Céline. Donc après avoir vu ce qui se passe quand il fait trop chaud, on va regarder ce qui se passe quand il pleut un peu trop. Donc je vais vous parler de quelques résultats obtenus sur la question des inondations obtenus par les scientifiques du Carnot et Environnement, mais aussi des collègues de l'Alliance Ville Durable. Donc juste une diapo de contexte pour dire que les inondations en France, c'est un enjeu en termes de dégâts économiques, de personnes exposées et d'extension spatiale. Il y a une commune sur 3 qui est soumise au risque inondation. Alors ça génère des besoins de recherche pour prévoir et protéger les biens et les personnes. Et ces besoins de recherche sont en lien étroit avec des enjeux opérationnels. Et on a des besoins spécifiques en milieu urbain. Donc je vais faire un focus sur 3 échelles. D'une part, qu'est-ce qui se passe en termes de prévision du risque inondation de façon globale? Comment ça se décline compte tenu des spécificités du milieu urbain?
Et enfin, un focus sur le devenir de nos infrastructures de gestion d'eau pluviale en climat futur. Donc ça, c'est des travaux qui ont été abordés par différentes équipes et différents scientifiques, dont vous verrez les noms au fur et à mesure. Donc, de façon très rapide, au niveau de la prévision des risques d'inondation, c'est des thématiques qui sont historiques, qui ont été travaillées depuis très longtemps en France, qui sont structurées et qui sont intégrées, qui ont donné naissance à des dispositifs nationaux de prévision des inondations en temps réel. On a un dispositif historique, qui est le dispositif Vigicru, qui s'applique plutôt sur des grands cours d'eau instrumentés, jaugés, sur lesquels on a des données, et un dispositif beaucoup plus récent qui s'appelle Vigicru Flash, qui a été adapté sur les petits cours d'eau réactifs et donc qui permet de couvrir en particulier les communes rurales. Dans tous les cas, ces dispositifs intègrent des modèles et des chaînes de modélisation développées par les scientifiques du Carnot. Le workflow de simulation est souvent le même. En amont, on a, je ne sais pas s'il y a un PowerPoint, non, pardon, je reviens. En amont, on a des données climatiques fournies par Météo France, mesurées ou prédites. Ensuite, ces données de pluie sont transformées en débit en un point donné. Ce débit peut être, donc en utilisant des modèles hydrologiques, ce débit peut être comparé à des mesures lorsqu'on en a. Et enfin, ce débit est propagé vers l'aval, là aussi en utilisant des modèles de propagation hydraulique développés par les scientifiques du Carnot. Et on arrive à la prévision des champs d'inondation et à l'évaluation du risque. Donc évidemment, ça s'est fait. Voilà, vous voyez un certain nombre d'unités qui ont contribué à ces travaux. Donc ça, c'est l'historique. Actuellement, où sont les fronts de recherche? Les fonds de recherche portent sur la métrologie et l'amélioration de la connaissance des débits, à la fois en développement de nouveaux capteurs basés sur la vidéo, sur le Doppler acoustique, en développant des méthodologies applicables en environnement complexe. Alors ce qu'on appelle environnement complexe, c'est des lieux où la fonction de transfert qui permet de passer de la hauteur d'eau au débit n'est pas stable dans le temps. Et enfin, comme on n'a peur de rien, on va aussi estimer des débits sur des sites où on n'a aucune information. Et pour cela, on va utiliser les données satellitaires et en particulier le satellite SWOT qui a été lancé récemment. Les autres fronts de sciences concernent aussi la modélisation avec deux grandes évolutions. D'une part, comme beaucoup, de plus en plus, on intègre les modèles issus de l'intelligence artificielle dans nos approches. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'elles sont particulièrement performantes lorsqu'on les hybride, lorsqu'on les couple avec des modèles physiques qu'on utilisait jusqu'à présent. Et l'autre axe de développement, c'est le développement de jumeaux numériques de bassin versant. Et ça nécessite des recherches pour coupler plus étroitement et plus finement la donnée avec le modèle, et aussi de mieux prendre en compte l'ensemble des usages et de la gestion de l'eau à l'échelle des bassins versants. Donc ça, c'était en ce qui concernait la prévision des inondations. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe en ville, en ville, c'est particulièrement complexe du fait de la géométrie, des interactions possibles entre l'eau qui s'écoule à la surface et l'eau qui va s'écouler dans les canalisations souterraines, et avec des enjeux spécifiques de contaminants. Et donc, cette complexité nécessite de développer des approches spécifiques, et en particulier pour étudier les inondations en ville, on va se baser sur des modèles réduits physiques qui respectent un certain nombre de lois de similitude qui vont permettre de transposer à l'échelle réelle, à l'échelle 1, les résultats qu'on va pouvoir obtenir sur nos petits modèles en laboratoire. Enfin, petits, tout est relatif. Et ça permet d'étudier un certain nombre de verrous. Alors je vais passer très vite. Bon, ça je passe là-dessus. Voilà le type de résultats qu'on peut obtenir. Mais typiquement, ça permet de cartographier en tout point les hauteurs et les vitesses d'eau, de comprendre comment les rues vont interagir avec les îlots bâtis qui peuvent être plus ou moins poreux. Et ça permet de déboucher sur des cartographies de risque pour les piétons d'être finalement renversés par ces écoulements. Ça permet également de travailler sur le transport de polluants, et on montre que dans certains cas, finalement, savoir par où va passer l'eau, ça ne suffit pas pour prédire comment vont se propager les contaminants dans des réseaux de rues, et on peut observer des découplages partiels entre l'eau qui, dans ce cas-là, va s'écouler par là, et le polluant qui va prendre un autre chemin.
Et aussi, ça permet de faire un focus sur les points d'échange entre ce qui va se passer à la surface du sol et ce qui va se passer en souterrain, parce que en cas d'inondation, les égouts sont en connexion avec ce qui se passe avec la surface. Et on montre que sur ces points d'échange, c'est extrêmement complexe d'un point de vue hydrodynamique, avec des instationnarités, des écoulements biphasiques, et finalement, ça remet en cause toutes les abacs et lois empiriques qui sont actuellement utilisées dans des approches opérationnelles. Voilà. Le dernier point, maintenant qu'on a vu ce qui se passait sur les inondations en général, sur ce qui se passe à la surface en ville, on peut regarder ce qui se passe en dessous, sous nos rues, sur le fonctionnement de nos réseaux d'assainissement. Alors, comment ça fonctionne actuellement? Quand il pleut, le ruisselle, l'eau va rentrer dans les réseaux. L'eau va être collectée, centralisée, dirigée vers les stations d'épuration où elle va être traitée avant d'être relarguée dans le milieu naturel. Mais ça ne marche pas quand la pluie augmente. Et parce que l'eau collectée, la quantité d'eau collectée excède la capacité de transport de nos infrastructures et la capacité de traitement des stations d'épuration. Et dans ce cas-là, il y a des bypass, l'eau est directement reversée dans le milieu naturel. Et comme c'est une eau qui est tout sauf propre, ça génère un certain nombre de questions, de problèmes de contamination des eaux, de contamination des sols et aussi d'érosion, d'incision. Alors ça, c'est déjà les limites dans le fonctionnement actuel, centralisé. Et on peut légitimement se dire que dans le futur, ça ne va pas s'arranger parce que les climatologues nous prévoient des pluies plus intenses. Alors, pour aborder cette question, c'est quelque chose qui est compliqué parce que les prévisions climatiques dont on dispose, elles sont à grande échelle. On a des données journalières sur des mailles qui font plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Et si on veut regarder ce qui se passe en ville, il faut qu'on rentre dans des prévisions infrahoraires et sur des mailles spatiales très petites. Donc ça, c'est des travaux qui ont été réalisés. Et par exemple, là, on a une illustration donc sur une ville, alors dans le sud de la France, Valence, on compare deux pluies qui ont la même statistique, c'est-à-dire qui ont la même probabilité d'apparaître actuellement et dans 30 ans. Mais actuellement, notre pluie, elle fait 54 mm, elle a une intensité maximale de 7,5 mm en 6 minutes, donc 75 mm/h. Et même dans le futur, la même pluie, à cet endroit-là, elle ne fera pas 55 mm d'eau, elle apportera 170 mm. Et son intensité maximale, ça ne sera pas 70 mm/h, mais ça sera 220 mm/h. Et donc, évidemment, si cette même pluie arrive sur un réseau existant, ce réseau va définitivement dysfonctionner et va se déverser dans le milieu naturel. Donc nous, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les solutions qu'on propose? On pense que les solutions centralisées, elles ont atteint leurs limites. Et ce qu'on promeut, c'est des solutions décentralisées, traiter la goutte de pluie à l'endroit où elle arrive au niveau du sol, en la stockant, en la réinfiltrant, et tout ça en utilisant des solutions fondées sur la nature, dont on a pu montrer, alors c'est des travaux de modélisation, donc ça c'est un certain nombre de limites, mais lorsqu'elles sont déployées largement, même dans des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre très défavorables, on peut diminuer les volumes rejetés directement dans le milieu et donc protéger le milieu naturel. Donc ça, c'est très intéressant. Ça génère aussi finalement d'autres questions qu'on aborde parce que ces solutions nouvelles, pour qu'elles soient adoptées, il faut qu'elles soient acceptées. Donc ça nécessite le développement de nouveaux outils à déployer dans des démarches participatives. Et en plus, ça génère aussi de nouvelles opportunités parce que cette eau qui est stockée de façon décentralisée partout dans le milieu urbain, elle peut être réutilisée pour d'autres usages, pour autant que l'on soit capable de proposer des solutions de traitement, là aussi décentralisées, et qui fournissent une eau de qualité adaptée à l'usage envisagé. Voilà, j'ai fini et je vais redonner la parole à Thierry. Voilà. Bon, merci beaucoup Stéphane. Je reprends la suite. Ce que tu montrais à la fin, ça rappelait un peu les angoisses qu'il y avait l'an dernier pour la tenue de certaines épreuves en eau libre pour les Jeux Olympiques. Finalement, ça s'est fait, mais voilà, ça a été juste. Donc, je vais vous présenter le CRMA, puis je vais venir progressivement sur Climadapt. Donc, le CRMA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un établissement public qui compte 2500 personnes, qui est sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère en charge de l'aménagement du territoire. Donc 2500 personnes très implantées sur l'ensemble du territoire,
y compris les départements d'outre-mer, puisqu'on a des antennes aux Antilles, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Une spécificité très importante du CRMA, puisque c'est à ma connaissance le seul établissement public qui soit dans ce cas-là, c'est que depuis une loi de décentralisation récente qui a moins de 3 ans, c'est le seul établissement qui a une gouvernance partagée pour moitié entre l'État et les collectivités territoriales qui peuvent adhérer au CRMA. Et aujourd'hui, il y a à peu près 1 millier de telles collectivités qui adhèrent au CRMA, et à peu près toutes les régions, tous les départements, et puis ensuite, concernant les EPCI et les communes, évidemment, il y a des fractions moindres, mais c'est une spécificité qui est quand même assez importante. J'y reviendrai tout à l'heure parce que ça positionne le CRMA de façon un peu particulière à l'interface du monde de l'entreprise et des collectivités. Le CRMA est actif dans 6 grands domaines d'activité qui sont mentionnés là, donc les bâtiments, les infrastructures de transport, les mobilités, l'environnement et les risques, mer et littoral, et puis tout ceci, ça vient alimenter un 6e domaine qui est un peu en chapeau au-dessus de ça, qui est tout ce qui est aménagement du territoire, ingénierie des territoires. Je signale également là que nous avons une banque documentaire très très riche, accessible à tous. On est établissement public, donc tout est accessible gratuitement. Il y a à peu près 10 000 ouvrages dans cette base ici à doc.crma qui est dotée d'un moteur de recherche qui est bien fait. Et donc, voilà, vous pouvez trouver facilement des réponses à beaucoup des questions que vous pouvez vous poser en consultant cette base documentaire. Alors, les 2500 personnes, et notamment les ingénieurs, sont alimentés en connaissances nouvelles par nos équipes de recherche, entre autres, pas qu'elles, mais entre autres. Et donc au CRMA, on a 12 équipes de recherche qui travaillent sur des thèmes ou dans des disciplines qui ont à voir avec nos 6 domaines d'activité. Donc je ne vais pas les passer toutes en revue, mais elles travaillent à diverses échelles sur les matériaux, sur l'inspection non destructive, sur l'éclairage, sur l'interface entre eau et bâti. Je voudrais simplement mentionner que c'est un peu une spécificité là aussi. On a donc 12 équipes, 10 qui relèvent plutôt des sciences de l'ingénieur, disons des sciences dures, mais aussi 2 équipes de sciences humaines et sociales. Et c'est souvent très intéressant sur un même sujet de croiser les regards à la fois des chercheurs sciences dures et puis des sciences humaines et sociales pour faire monter à bord tout ce qui relève des attentes de la société, de l'acceptabilité. Là, vous avez une petite plaquette de nos équipes de recherche que je vous encourage à regarder sur notre site internet. Alors, j'en viens donc à Climadap. Donc, Climadap, c'est l'Institut Carnot du CRMA. Donc, il s'est intitulé Climadap afin de bien positionner de bien rappeler que le CRMA se positionne très fortement sur la problématique d'adaptation aux effets du changement climatique et que, ce faisant, il aide tous les acteurs économiques du pays, qu'ils soient entreprises ou collectivités, à relever les défis qui sont associés à ce changement climatique. Là, je figure une image que vous pourrez trouver sur notre site internet, sur laquelle, en fait, en cliquant sur les divers points qu'il y a, on donne accès à un certain nombre de ce qu'on appelle les belles histoires de partenariat, donc qui sont en fait des documents écrits à 2 voix entre un client et puis le chercheur, l'équipe qui a travaillé avec lui, où sont exposés le problème qu'il avait à résoudre et puis comment le CRMA s'en est saisi et sur quoi ça a débouché et sur quel marché éventuellement pour l'entreprise ça a débouché. Par ailleurs, donc, on a bien sûr des outils de communication bien développés. D'ailleurs, Chiara Denis, qui est là, est en charge de la communication chez nous. Donc, on a un site internet. On est assez présent sur les réseaux sociaux. Et je voudrais mentionner également ce dispositif-là qui s'appelle CRMA Lab, qui est un dispositif plus destiné aux petites entreprises, par lequel, en fait, on met en relation les petites entreprises qui ont développé des solutions et qui cherchent un terrain de jeu où les tester,
et les collectivités que je mentionnais précédemment, qui, elles, ont souvent des sujets à traiter, qui ne savent pas trop comment le faire et qui sont ouvertes à l'innovation et qui sont intéressées d'être mises en relation avec ces collectivités, avec ces jeunes entreprises. Et puis inversement, on peut avoir une collectivité qui souhaite résoudre un problème et qui nous demande de lancer auprès de leur écosystème local un appel à manifestation d'intérêt pour faire émerger de jeunes entreprises qui auraient des idées sur la manière de les tester. Donc la personne en charge de Cerema Lab est ici sur le salon. C'est Marie Nuette, vous la trouverez sur notre stand si elle n'est pas là, je crois qu'elle n'est pas là. Voilà, alors maintenant j'en viens rapidement sur ce que nous avons fait figurer dans le document que vous avez vu tout à l'heure, voilà, que Céline présente. Donc nous on a présenté sur chacun des 4 grands chapitres que j'ai mentionnés tout à l'heure un certain nombre de réalisations. Donc je ne vais pas entrer dans le détail là sur celle-ci, mais je vous encourage à soit vous procurer le document, soit le télécharger sur le site et voir tout ce qu'on peut faire. Donc sur le premier sujet, sur l'adaptation et les nouvelles mobilités et les infrastructures, on présente ce que nous faisons en matière de gestion intégrée de l'eau en ville dans les infrastructures de transport, sur la méthode d'évaluation des systèmes écosystémiques de gestion des eaux de pluie, rendus par les systèmes de gestion des eaux de pluie. On présente ce qu'on fait avec Transdev sur la mobilité, ça c'est une des belles histoires de partenariat. On présente également une plateforme ici qui est unique au monde, qui est une plateforme qui s'appelle PA22, qui est située à Clermont-Ferrand, dans laquelle on peut réaliser tous les types de pluie, vraiment du crachin breton jusqu'à la pluie tropicale, et tous les types de brouillard pour tester les équipements de la route, mais tout ce qui roule dessus aussi, les systèmes d'éclairage, mais aussi les systèmes qui sont embarqués dans les véhicules et qui vont alimenter les logiciels permettant d'aller vers les véhicules autonomes, pour voir comment tout ceci se comporte dans des situations météorologiques très dégradées. Évidemment, on souhaite que lorsqu'on a un véhicule autonome, le véhicule, même s'il y a du brouillard, il soit capable de distinguer ce qu'il y a sur le bord de la route, selon que c'est un jeune enfant qui va traverser pour aller chercher son ballon ou que c'est une borne d'incendie. On présente également des travaux qu'on fait avec la société Colas autour de la signalétique dynamique développée par l'entreprise. Sur la gestion des eaux urbaines, là encore, un certain nombre de projets. Ce que j'ai fait figurer en italique dans les listes de projets, c'est des projets sur lesquels on est à plusieurs instituts Carnot, et notamment plusieurs qui sont membres de notre réseau des Carnot pour la ville durable. Donc sur l'évaluation des performances des solutions de gestion des eaux pluviales, sur l'évaluation de la résilience des systèmes publics, sur l'approche dynamique des systèmes en aide aux choix stratégiques de gestion des ouvrages d'eau pluviale, et puis sur la réutilisation des eaux usées traitées. Là, vous savez sans doute que sur ce sujet-là, la France est relativement en retard par rapport à ses voisins, notamment par rapport aux Espagnols, par exemple. En France, on doit à peu près réutiliser 1% des eaux traitées, alors qu'on est plutôt entre 10 et 15% en Espagne. Bon, il est vrai qu'en Espagne, ils ont un manque d'eau beaucoup plus criant que nous, même si dans certaines régions, on le vit de façon très dure. Mais voilà, en tout cas, on peut faire beaucoup mieux. Donc le CEREMA est très, très impliqué là-dessus. Sur les bâtiments, là encore, quelques informations sur des sujets qui tournent autour de l'utilisation de la terre crue, sur l'utilisation des sédiments fluviaux pour en fabriquer des matériaux de construction, donc comment intégrer ceci, les transformer en fait finalement de déchets dont on ne sait pas trop quoi faire en matériaux qui puissent être utilisés, ou en tout cas une fraction de ceci.
sur la rénovation et puis la construction neuve face au changement climatique. J'attire votre attention sur un centre de ressources qui s'appelle le CRAC, je ne sais pas si vous connaissez, le centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique, qui est nourri par des tas d'expériences d'acteurs européens, mais pas que, et qui donne de bonnes solutions pour tout type d'ouvrages, y compris les bâtiments. Et puis un dernier sujet sur ventilation et performance énergétique, qui sont deux sujets qui peuvent être parfois un peu en conflit, puisqu'évidemment, plus on ventile, plus on abaisse la performance énergétique. Bon, donc il faut trouver le juste milieu. Donc on a une équipe de recherche qui travaille efficacement sur ce sujet. Et puis là, quelques sujets dont vous voyez qui sont pour la plupart d'ailleurs faits en collaboration avec nos confrères Carnot sur les solutions basées sur la nature, et ça a été évoqué un petit peu par Stéphane précédemment. Ce projet national issu a été évoqué par Céline, donc sur comment lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur urbains aux diverses échelles. Sur lutter contre ceci et assurer la santé des citoyens, l'évaluation du potentiel de désimperméabilisation dans les communes, dans les collectivités, et puis enfin un dernier sujet sur la valorisation potentielle du potentiel géothermique de la nappe phréatique de Lyon. Donc voilà rapidement brossé les quelques titres des sujets que vous verrez beaucoup plus détaillés dans le document que je vous encourage à parcourir. Et je crois que voilà, on est au bout. Donc merci pour votre attention.